Bonjour, vous écoutez l'équipe du Mondial, le podcast de l'équipe sur les coulisses des Bleus. Immense désillusion pour l'équipe de France, battue 2-0 par l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ne disputeront pas de troisième finale d'affilée. La quête de la troisième étoile est terminée. Il n'y a pas vraiment eu de débat face aux Espagnols, en totale maîtrise pendant toute la rencontre. Beaucoup d'approximations, d'erreurs techniques, d'impuissance chez les hommes de Didier Deschamps, et notamment les 4 offensifs qui sont complètement passés à côté de leur match. On va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ce n'était pas une belle soirée et on en parle avec nos envoyés spéciaux à Dallas, Anthony Clément, Vincent Duluc et Loïc Tanzi. Salut messieurs. Salut à tous. Salut tout le monde, salut Marie. Vous voulez tout savoir sur les Bleus, vous êtes au bon endroit. L'aventure est donc terminée. Les Bleus s'arrêtent aux portes de la finale de cette Coupe du Monde 2026. Encore battus par des Espagnols intraitables. Victoire 2-0 grâce à Mikel Oyarzabal sur penalty et à Pedro Porro. La France n'a jamais réussi à inquiéter l'Espagne. La déception est énorme et elle se voyait évidemment sur les visages après le coup de sifflet final. Loïc, raconte-nous l'atmosphère à la fin du match et en zone mixte après la rencontre. Qu'est-ce que tu retiens en particulier ? Forcément des joueurs abattus, des joueurs déçus comme nous. Je pense que eux-mêmes ne s'attendaient pas à faire une prestation comme ça après les matchs qu'ils avaient fait sur les tours précédents. Il y a un truc qui est un peu bizarre aussi, c'est que finalement devant la presse après les matchs, à part Mbappé qui est passé au micro du diffuseur M6, c'est Maxence Lacroix et Ryan Cherki qui sont passés devant les journalistes. Ce qui est aussi un peu on peut s'interroger là-dessus parce que après une telle défaite, normalement on a plutôt tendance à voir les cadres. Déjà que c'était Warren Zaïre-Emery qui est passé en conférence de presse avant le match hier. Mais oui, une ambiance dans le vestiaire un peu difficile. Deschamps qui a eu des mots, on a essayé de remobiliser un peu son groupe en disant qu'il fallait quand même garder la tête haute, ne pas oublier tout ce qui avait été bien fait avant et que ces joueurs-là ne pouvaient pas simplement rester sur une défaite comme ça. Il y aura quand même une petite finale à jouer samedi maintenant. Mais bon, voilà, c'est dur pour les joueurs, c'est dur pour tout le monde après ce match-là. Et c'est encore plus dur parce qu'on n'a pas eu d'émotion. On a perdu en finale en 2022 avec énormément d'émotion en disant quand même qu'on avait vu un sacré match de foot et peut-être l'un des plus beaux qu'on verrait dans notre vie. Là, on n'a pas vu ce match-là et puis tu sors avec énormément de regrets et sortir avec des regrets, c'est ce qu'il y a de pire. Oui, c'est vrai que les Bleus ont été battus dans tous les secteurs. L'Espagne a pu dérouler son jeu sans encombre du début à la fin. Vincent, personne ne pouvait s'attendre à un tel scénario. Non, on savait que l'équipe de France n'avait pas encore été confrontée à la difficulté, on l'avait souligné. Elle avait été remarquablement séduisante, mais n'avait battu encore pas grand monde. On se demandait un peu comment elle réagirait une fois qu'elle serait menée au score, notamment. Et là, en fait, tout lui est tombé dessus à la fois. Les erreurs techniques, le sentiment que physiquement, les Espagnols étaient mieux, le sentiment que stratégiquement, le collectif espagnol était un peu plus en place, plus la blessure de Saliba, plus le carton jaune de Rabiot, plus l'énorme erreur de Digne au bout de 20 minutes qui donc n'est pas parvenu à faire deux choses à la fois, jouer le ballon et regarder où était Yamal. Donc voilà, effectivement, tout s'est superposé pour provoquer ces conséquences. Ces conséquences extrêmes, parce que l'équipe de France est sortie du match sans y être entrée, et c'est vraiment la chose qu'il faut éviter. C'est déjà difficile de perdre quand on a tout donné, mais c'est encore plus difficile de perdre quand on n'a rien montré. Et là, très franchement, je pense que c'est la plus mauvaise demi-finale de l'histoire de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. C'était meilleur en 58, meilleur en 82, bien meilleur en 86, pour revenir aux demi-finales perdues, mais perdre celle-là comme ça, sans rien montrer d'autre, sans même obliger l'Espagne à bien jouer, c'est particulièrement décevant. Mais justement, comment vous expliquez cette impuissance ? Est-ce que peut-être, dans un premier temps, la dimension émotionnelle a pris le pas ? Ça, c'est difficile à percevoir à la télé, Anthony ? Cette équipe a été quand même programmée pour être à cette attitude-là, et donc c'était pas une surprise. Il y a quand même des joueurs qui sont habitués à naviguer à ces hauteurs, mais moi je pense qu'il y a un vrai problème tactique et de niveau collectif face à l'Espagne. Enfin, parce que ce match-là, on l'a déjà vu il y a 2 ans avec la demi-finale de l'Euro, où il y avait déjà eu une maîtrise totale des Espagnols qui n'avaient jamais tremblé et qui l'avaient emporté en déroulant leur jeu et leur rythme sans véritable opposition. Donc 2 ans plus tard, l'équipe de France arrivait avec une toute nouvelle attaque, une force de frappe bien supérieure, un nouveau schéma. Donc il y avait plein de raisons d'espérer que ça se passe différemment. Surtout que l'Espagne avait pas non plus affiché la même aisance, mais à l'arrivée, on a vu quand même le même scénario et le cercle vertueux qui s'était un peu installé pour les Bleus avec que des bonnes nouvelles, comme l'a dit Vincent, c'est totalement inversé là, et ça a fait trop d'obstacles pour que la France réussisse
à passer ça, et sachant que l'Espagne a été quand même d'une force et d'une tranquillité qui modèle l'équipe qu'on redoutait. Pour rebondir sur ce que tu disais, Anthony, côté stats, les chiffres sont presque surprenants à la lecture du match. 51% de possession pour les Espagnols, 10 tirs de chaque côté, 3 cadrés pour les Bleus, bon, et 2 pour les Espagnols évidemment. Qu'est-ce que ça dit de la maîtrise des hommes de Luis de la Fuente, à votre avis ? Ça dit quand même énormément de choses sur le fait qu'ils ont réussi. Ils avaient un plan tactique très clair pour réussir à museler l'attaque, la meilleure attaque du monde, donc ce qu'on pensait être la meilleure attaque du monde avant ce match-là. Et en fait, je pense qu'il y a une équipe qui a eu un plan tactique très clair et une équipe qui n'en a pas eu. Et une équipe surtout qui n'a pas eu de plan B et qui n'a pas su répondre. Cherki l'a assez bien dit après le match en disant que pour la première fois, ils avaient eu des difficultés. Ils n'avaient pas su y répondre dans cette Coupe du Monde et que c'était peut-être un problème de ne pas avoir eu des difficultés plus tôt pour savoir et arriver à ce niveau de jeu en demi-finale et pour essayer de répondre à ce que les Espagnols ont proposé. On l'a bien vu, Deschamps a presque fait des changements qu'il aurait fait à 2-0 pour l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il avait prévu que Doué remplacerait Barcola, on le savait. Rabiot avait 2 jaunes, avait un jaune, mais tout proche du deuxième jaune. Donc c'était plutôt normal qu'il sortait. Et en fait, il n'a pas fait sortir les joueurs qui étaient mauvais. Dembélé aurait dû sortir, Olise aurait dû sortir bien plus tôt. Enfin, il n'a pas fait, il n'y a eu aucun changement. Est-ce que peut-être il fallait repasser justement à 3 au milieu, parce qu'au milieu, on était complètement en perdition face à Rodri et Fabien Ruiz. Il n'y a eu aucune solution de chercher et donc par résultat, aucune solution de trouver. En fait, on pourrait penser qu'il a fait un coaching d'entraîneur qui reste, enfin, qui va rester après le tournoi et qui donc veut ménager ses piliers et ses cadres qui seront là aussi après la compétition, comme Olise et Dembélé. Et finalement, son statut d'entraîneur qui va partir après la Coupe du Monde aurait pu lui donner une liberté, peut-être une capacité à trancher dans le vif, à faire des choix difficiles plus tôt que ce qu'il le fallait. Et il est resté sur la fidélité à ses cadres, qui aurait pu être récompensé. Mais le problème, c'est qu'Olise et Dembélé ont tout raté et qu'il a dû sortir finalement à la mi-temps celui qui avait été le meilleur dans l'intensité et l'engagement et qui gênait le plus les Espagnols, à savoir Adrien Rabiot. En fait, dans le détail, effectivement, il a sorti celui qui récupérait le plus de ballons, qui était le mieux dans l'engagement, Rabiot. Et puis en deuxième mi-temps, le premier attaquant qui sort, c'était le seul qui était passé une fois ou deux et qui avait quand même amené un peu de vie devant. Il avait eu un coaching très différent en finale de la Coupe du Monde dans un scénario qui ressemblait. C'est-à-dire que la finale de la Coupe du Monde 2022, elle est super tarte pendant 90 minutes. Les Français sont à l'envers. Et il fait 2 changements en première mi-temps. Alors c'est vrai qu'il y avait un virus qui était dans l'air et que ça pouvait masquer un peu la sanction, mais il n'hésite pas à sortir et Giroud et Dembélé à la 40e minute. Et là, franchement, on l'a trouvé un peu hésitant, comme s'il voulait tout réussir à la fois, la demi-finale, ses adieux, sa relation au groupe. Mais bon, voilà, ça aurait peut-être rien changé du tout. Il y a de toute façon rien à faire. C'est possible, mais il a jamais changé de logique alors que ce match le nécessitait. Il s'est laissé emporter aussi un peu par l'arbitrage, parce qu'on l'a vu beaucoup parler d'arbitrage après le match. Il a beaucoup râlé contre l'arbitrage pendant le match, notamment envers le 4e arbitre. Donc peut-être que lui-même s'est laissé un peu emporter par cette frustration de l'arbitrage, où lui il dit que c'était presque un arbitrage honteux. Mais bon, franchement, on ne sait pas trop où il le trouve, parce que le penalty, a priori, il y est quand même. Olise, il est pas loin de prendre un rouge quand même en première mi-temps. Et c'est assez gentil qu'il ne s'en sorte même pas avec un carton jaune. Il n'y a pas un arbitrage non plus honteux sur ce match-là. Et on l'a vu très agacé, très frustré, très inquiet dès les premières minutes de la rencontre. C'était pas non plus un Deschamps qui était très inspiré. L'agacement des Français contre l'arbitrage, c'est l'agacement aussi des Français contre eux-mêmes, finalement, parce qu'ils étaient confrontés à leur impuissance. Et dans ces cas-là, c'est souvent l'arbitre qui prend. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, franchement, Olise, l'intervention qu'il fait et qui a même pas un carton jaune, alors qu'il peut avoir un rouge, c'était vraiment une bonne nouvelle pour les Bleus, même si à l'arrivée, vu ce qu'a fait Olise, vu ce qu'il a raté, je sais pas si ça aurait été une grande perte. Juste sur le penalty, il y a quand même un aspect du règlement qui peut pousser Didier Deschamps et les Bleus à remettre en cause un peu le penalty. C'est qu'en fait, Lamine Yamal, il va pas pour jouer le ballon avec la poitrine. Il tourne son bras clairement pour faire opposition avec son bras par rapport au ballon. Et effectivement, le règlement ne permet pas de mettre volontairement le bras en direction du ballon. Mais le bras est collé, donc il y a cette ambiguïté qui fait qu'à la vision et à la révision, l'arbitre a confirmé le penalty, mais le penalty est pas scandaleux dans tous les cas. Ah, de toute façon, il y a une erreur de Digne avant. S'il n'y a pas l'erreur de Digne, il n'y a pas penalty. Donc il faut aussi que le sélectionneur arrive à voir les carences de ses joueurs. C'est-à-dire que Digne fait une énorme erreur sur
sur le penalty et que si on, je sais pas si on lui parle, je sais pas s'il doit le sentir, mais en tout cas il doit certainement pas faire ce qu'il a fait. Et sans ça, il y a pas du tout de penalty. Donc l'erreur, elle vient avant de Digne plutôt que l'arbitre. Mais pour le coup, le match difficile de Jean, ça fait partie des choses qu'on pouvait prévoir. Enfin, on a identifié depuis le début du tournoi, malgré l'enthousiasme général, les latéraux comme une faiblesse. Et là, il se retrouvait face à Yamal, qui est quand même un crack, même si son début de tournoi avait été plutôt discret. Donc ça fait partie des choses qui pouvaient être redoutées. Et d'ailleurs, Jean a fini par laisser sa place à Théo Hernandez. Mais bon, à un moment où, de toute façon, le coaching pouvait plus inspirer d'espoir parce que tout était plié à 2-0. Deschamps aurait dû faire des changements plus tôt, à votre avis? Il aurait dû changer de logique surtout. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que quitte à pas parvenir à passer par le jeu de passe, par le jeu offensif, très franchement, il a pris Jean-Philippe Mateta. Pourquoi? Il l'a pris pour pouvoir allonger dans les moments de difficulté et avoir quelqu'un et pouvoir venir autour, jouer les deuxièmes ballons, avoir des centres. C'est un peu dommage de l'avoir pas fait rentrer dans le contexte même où il aurait été le plus utile peut-être. C'est peut-être compliqué de sortir l'un des attaquants dont on a dit tant de bien et qu'on a érigé comme à juste titre, comme des attaquants de classe mondiale pour les remplacer très tôt par Jean-Philippe Mateta, qui avait pas non plus fait grand-chose des quelques minutes qu'il avait sur le terrain. Ça, c'est plutôt difficile, mais en tout cas, changer de plan de jeu, pourquoi pas. Et le problème vraiment, c'est que le coaching aura servi, le coaching le plus précoce aura servi qu'à sortir le meilleur joueur. Et vous avez mis la note de 2 à Ousmane Dembélé et Michael Olise. Comment vous expliquez en particulier leur faillite face aux Espagnols ce soir? Alors pour Michael Olise, c'est peut-être juste une suite logique des choses. Quand on regarde un peu ce qu'il a fait quand même contre le Paraguay et contre le Maroc, on s'est quand même très peu interrogé après ces matchs-là où il avait été quelconque. Et on s'est enthousiasmé très vite, à juste titre, après la Suède et après ce qu'il avait fait lors du premier tour. Et finalement, quand on regarde son tournoi, est-ce qu'il a été si décevant ce soir ou est-ce que son tournoi a été vraiment réussi? Je sais pas. Pour Ousmane Dembélé, la question est différente parce qu'il a plus d'expérience. Lui avait déjà vécu 2 demi-finales de Coupe du Monde. Il avait quand même aussi l'expérience avec des champions avec le Paris Saint-Germain depuis 2 ans. C'était un joueur différent. Il est Ballon d'Or. Donc la déception est peut-être un peu plus grande du côté d'Ousmane Dembélé. Mais pour Olise, je suis désolé, mais son tournoi finalement après ce match-là, il n'est pas réussi. Il n'est pas aux attentes. On l'a, et je le redis à juste titre. On l'a comparé à des numéros 10 de très grande classe que sont Zidane, Platini et Griezmann. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est quand même finalement encore très loin de ce niveau en équipe de France. Ils sont rejoints par leurs faillites individuelles ce soir, parce que clairement, ils n'ont pas été au niveau dont ils sont capables, mais ce qui les rejoint aussi, c'est qu'ils n'ont pas été très bien soutenus, et que je pense que c'est aussi un problème global, et que le problème du milieu français, qui s'était d'ailleurs déjà posé dans des proportions aussi larges à l'Euro 2024, les a pas aidés à s'exprimer, parce qu'on se retrouvait avec une équipe avec Tchouaméni qui jouait très bas et qui était vraiment coupé en deux, et on se retrouvait dans des situations où les attaquants ont rarement été mis dans des positions où ils puissent briller. Alors ils n'ont pas réussi à faire les exploits qu'ils sont capables de faire d'ordinaire, mais justement ils étaient réduits à faire l'exploit aussi. Mais je sais pas s'ils étaient réduits à faire l'exploit tout le temps. C'est-à-dire que franchement, la première demi-heure, il y a eu des coups qui pouvaient être joués. Il y a eu des solutions, peut-être dans le dos de la défense espagnole, mais toujours des mauvaises passes. Enfin, franchement, un manque de justesse absolument invraisemblable. Si les Bleus avaient été un peu plus justes, un peu plus précis techniquement, il y avait vraiment des coups à jouer sans faire des miracles, sans jouer beaucoup mieux que ça. C'est quand même le déchet technique affolant de tous ces joueurs qui a rendu le ballon aussi souvent à l'Espagne et qui a empêché l'attaque bleue d'être un tout petit peu menaçante, parce qu'elle n'a vraiment pas été du tout. C'était un des matchs les plus calamiteux offensivement qu'on ait vu depuis très longtemps. Et justement, avec 0,3 expected goals sur l'ensemble du match, c'est le pire total des Bleus en Coupe du Monde depuis 60 ans. Loïc, tu disais un petit peu plus tôt que l'équipe de France n'avait semblé avoir ni de plan A ni de plan B. Comment tu l'expliques? On a du mal à imaginer que ce soit dû à un manque de préparation. Est-ce vraiment une surprise? La question aussi qu'on peut se poser aujourd'hui, on a fait un papier il y a quelques jours avec Hugo Delon dans le journal pour dire que cette équipe-là avait été un peu influencée par le Paris Saint-Germain sur certains aspects. Dans les corners, le coup d'envoi, le pressing, ces choses-là. Mais c'est des choses que les joueurs eux-mêmes ont mis en place ou souhaité. Et Deschamps a un peu, à chaque fois, laissé transparaître le fait qu'il faisait croire aux joueurs qu'ils décidaient tout seuls. Mais la vérité, c'est qu'à l'entraînement, il n'y a jamais eu un plan B qui a été travaillé. On a souvent parlé de la possibilité de repasser à 3 au milieu et dans un 4-3-3. Et sauf qu'il est parti avec un plan A, un 4-2-3-1 qu'on a souvent dit que c'était génial, et à juste titre encore une fois. Sauf que dans un match comme ça, il faut avoir des plans B.
Il faut savoir jouer et repasser à 3 au milieu de terrain quand le match le demande. Il faut, je sais pas, changer quelque chose. En tout cas, il fallait changer des choses. Et on l'a vu après les buts, on l'a vu dans les moments de tentation break où il y avait rien, il y avait aucun joueur qui parlait, il n'y avait pas de prise de parole des cadres, il n'y avait aucune révolte de cette équipe-là. Et c'est aussi peut-être à ce moment-là qu'elle était préparée. On peut aussi voir dans le remplacement de Barcola par Doué une possibilité de passer, d'avoir un peu plus de surnombre au milieu, parce que Doué peut plus facilement jouer le troisième milieu. Mais la vérité est que C'est Anthony, il l'aurait fait tout le temps. C'est Doué par Barcola, c'est avant le match, tu sais que le changement, il va le faire. Tu le sais. oui, ils l'ont déjà Donc, c'est fait. pas un Et à ce changement moment-là, par rapport au on a match. déjà vu aussi Doué s'installer un peu plus en troisième milieu. Donc, cette réponse, cette adaptation tactique, elle pouvait venir de ce remplacement aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a pas eu d'impact parce que l'emprise était trop forte et que ce qui est certain, c'est que le contrôle dont est capable l'Espagne, la France ne peut même pas l'espérer parce qu'il y a tel automatisme, une telle complicité, une telle façon de pouvoir s'imposer et qu'on a vu déjà il y a 2 ans parce que le triangle du milieu c'était le même, hein, Rodri, Fabien Ruiz et Dani Olmo en numéro 10 qui est capable de faire très mal entre les lignes. Ben, eux voilà, ils déroulent, ils ont pas besoin de plan B, c'est sûr. On avait à peu près le même triangle au milieu que les Espagnols, deux défensifs et puis un plus haut. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence. La différence, c'est la manière collective de jouer. Mais sur le papier, c'est deux systèmes extrêmement proches. On avait un plan qui était assez identifié pour le coup, c'est de laisser Laporte tout seul. Et quand Laporte avait le ballon, il n'était pas attaqué en première mi-temps en tout cas. Il n'était pas attaqué ni pressé par l'équipe de France. Donc il y avait clairement un ciblage sur Laporte pour le laisser relancer et pour l'empêcher de faire des passes, pour le forcer à faire une erreur. Sauf que quand même, Aymeric Laporte, c'est pas n'importe qui ballon au pied. Il fait une super Coupe du Monde. Et là, aujourd'hui, l'erreur, il l'a pas faite. Donc si on cible un joueur comme ça et que finalement l'erreur, elle n'arrive pas, on se rend compte que c'était pas un bon choix. Et à votre avis, pourquoi les Bleus n'ont pas plus poussé ? Pourquoi ils ne se sont pas plus rebellés à 2-0 pendant la dernière demi-heure ? Ben, il y a une réalité aussi, c'est que la France a joué 2 fois contre l'Espagne avant cette demi-finale lors des 2 dernières années, et la France a été dominée 2 fois. Parce que il n'y avait pas eu photo à l'Euro, il n'y avait pas eu photo pendant 75 minutes à la Ligue des Nations, alors même si la défense des Bleus n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc je pense il est quand même facile d'imaginer qu'il y a une emprise espagnole sur les Bleus et que quand ils se retrouvent à 2-0 en ayant autant souffert jusque-là, c'est extrêmement difficile pour eux de se dire qu'ils vont pouvoir renverser le match. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient complètement abandonné. Le match, de toute façon, n'a jamais eu d'intensité vu du côté français, ni la première demi-heure, ni la deuxième, ni la troisième. Mais tout à l'heure, Marie, tu citais les statistiques assez surprenantes de 10 tirs de chaque côté. Mais les tirs français un peu désespérés, ils sont arrivés à la fin, justement. Donc c'est plutôt le moment où les choses sont un petit peu arrivées, mais où il était trop tard et où c'était mal fait, où c'était pas assez dangereux, voilà. Mais c'est plutôt, voilà, moi j'ai pas trouvé qu'ils aient spécialement abandonné à ce moment-là, quoi. Non, mais ce qui était marquant, c'est comme l'a dit Loïc, c'est quand même les attitudes où on débute. Où vraiment, autant cette équipe-là, en plus, elle a montré son unité, elle a quand même montré plein de choses. Vous allez voir un état d'esprit. Et là, c'était le néant. Effectivement, il n'y avait pas un seul mot échangé entre les joueurs. Même le langage corporel, il y avait personne qui essayait de taper des mains, de faire, voilà, la base de la réaction après un but. Elle n'était pas là. C'était assez étrange à constater. Il y a encore plein de choses à analyser évidemment et on prendra le temps de le faire cette semaine. Mais on approche de la fin. Samedi, les Bleus disputeront donc la petite finale face à l'Argentine ou à l'Angleterre. Ça va être dur de se projeter vers ce match-là, de trouver la motivation nécessaire pour tenir toute la semaine, Loïc. Ben forcément, après une défaite comme ça, je pense que les joueurs n'ont qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, de partir en vacances et de penser à autre chose avant de reprendre en club. Maintenant, ça reste une médaille à aller chercher en Coupe du Monde. On n'en a quand même pas eu non plus des dizaines. Donc bon, dans l'histoire d'une carrière d'un joueur, avoir une médaille en Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Et je pense que ce sera le discours de Deschamps dans les prochains jours. Ils vont rentrer à Boston. Maintenant, les joueurs de l'équipe de France, ils vont se préparer avant de partir directement à Miami au relevé de finale. Et je pense que pour l'équipe de France, il vaut mieux que ce soit l'Argentine parce qu'au moins, il y aura une histoire derrière ce match-là, une revanche à aller chercher. Ce sera joué contre Messi, qui jouera peut-être sa dernière aussi avec l'Argentine. Il y a quand même pour Mbappé des enjeux individuels aussi, aller chercher le titre de meilleur buteur de cette Coupe du Monde et peut-être de finir aussi meilleur buteur de l'histoire d'une Coupe du Monde en repartant des États-Unis. Alors, ça n'enlèvera pas la déception de ce match-là, mais si c'est l'Argentine, il y aura quand même des choses à aller chercher pour cette équipe de France et quand bien même finir 3e en Coupe du Monde, ce sera jamais anodin. La précédente finale pour la 3e place, c'était Croatie-Maroc. Et pour le coup, c'était 2 équipes qui la voulaient absolument parce que ça voulait dire quelque chose pour leur histoire.
et que vraiment il y avait une vraie valeur pour elle. Là, c'est pas du tout cette configuration-là pour les Bleus, mais il y a quand même une vraie histoire si c'est l'Argentine, et il y a aussi d'autres enjeux individuels que la quête de record d'Mbappé. Il y a aussi des joueurs qui vont pouvoir en profiter pour exister dans cette Coupe du Monde. On pense notamment à Warren Zaïre-Emery, à N'Golo Kanté, peut-être pas Jean-Philippe Mateta parce que justement je pense que Mbappé va jouer, mais en tout cas il y a aussi des choses qui vont se nouer de façon individuelle et qui peuvent constituer autant de leviers. Et on reparlera des enjeux de cette petite finale tout au long de la semaine, car malgré l'élimination des Bleus, l'équipe du Mondial continue. Demain, on prendra le temps de tirer les enseignements de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Merci beaucoup Anthony, Vincent et Loïc. À très vite. Merci, salut. Merci à tous. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à nous écouter, il y a encore plein de choses à raconter sur les Bleus et puis sur l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. Bon, on est tous super déçus, mais la Coupe du Monde n'est pas terminée. Passez une bonne journée, à demain.